Monsieur Jean-Louis Levé, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation d'Algérie Patriotique. Avec plaisir. Monsieur Jean Levé, vous êtes le haut responsable de la coopération industrielle et technologique franco-algérienne. Peut-on connaître le motif de votre visite à Alger? D'abord, dans le cadre de ma mission, je suis pas simplement à Alger, mais en Algérie plusieurs fois par mois, puisque vous savez, ma mission s'inscrit dans le cadre de la déclaration signée par les deux présidents, Hollande et Bouteflika, en décembre 2012, déclaration dite de coopération et d'amitié. Et dans cette déclaration, pour aller à l'essentiel, les deux présidents encouragent nos deux pays à se rapprocher. Comme Camus disait de Sartre, il ne faut pas regarder l'avenir dans un rétroviseur, et donc passer, je dirais, dans le plan économique, là je me situe dans le domaine économique, d'une relation simplement commerciale, qui certes est importante, mais pas suffisante, à une relation de coopération. Et donc pour mettre en œuvre cette déclaration, il a été décidé de se donner les moyens, et donc j'ai été nommé dans le cadre de cette déclaration, et donc ma mission, dans le domaine de la coopération économique, est précisément de voir comment nous pouvons rapprocher nos deux pays sur des cas concrets. Et ma démarche, précisément, a consisté d'abord à écouter, à comprendre, à aller à la rencontre des chefs d'entreprise algériens, des universitaires, des clubs d'entreprise, un peu partout sur le territoire algérien, pas simplement à Alger, mais à l'ouest, à Sidi Bel Abbès, à Oran, sur les hauts plateaux, à Borges, à Sétif, jusqu'à Guelma, à Ouargla il y a encore quelques temps. Voilà, je serai prochainement à Biskrat, au Gourt, probablement à Loued également. Voilà, donc moi mon souci c'est d'être au plus près des acteurs économiques et sociaux, et c'est avec eux progressivement qu'on a essayé de définir des priorités et des besoins. Ma démarche consiste à partir des besoins, des compétences, des attentes de nos amis algériens. Et très rapidement, nous avons retenu trois priorités. La première, ça a été comment monter en qualité la formation initiale, la formation continue, la formation professionnelle, en lien avec les objectifs gouvernementaux de diversification de l'économie, comment passer d'une économie fondée essentiellement sur le pétrole et le gaz à une économie innovante, entrepreneuriale, donc c'est une transformation qui est extrêmement importante. La deuxième priorité, c'est comment développer ce que j'appelle les déterminants de la performance économique, c'est-à-dire les enjeux de normalisation, par exemple, dans un pays comme l'Algérie, où l'économie informelle est importante, où la contrefaçon est aussi importante. D'après les chiffres des douanes algériennes, un tiers des produits vendus en Algérie sont des produits contrefaisants, dont 80% d'ailleurs viennent de Chine. Donc là aussi, c'est un vrai souci, je pense, pour les entrepreneurs algériens et pour le consommateur algérien, qui évidemment a le droit d'être exigeant en matière de produits. Vous avez les enjeux aussi de propriété intellectuelle. Nous avons de plus en plus ici en Algérie d'entreprises qui ont des marques à promouvoir, donc il faut savoir aussi les défendre et les promouvoir. Vous avez des enjeux aussi de démarche de qualité. Vous avez aussi tout ce qu'on appelle la métrologie, la science de la mesure. Quand je produis des biens, quel que soit le territoire, bien j'ai besoin, là par exemple vous avez un stylo dans votre main gauche, il y a plusieurs pièces que je dois monter pour faire ce stylo, bien il faut que chacune de ces pièces soit parfaitement mesurée, c'est ce qu'on appelle la métrologie. Et puis il y a une troisième priorité évidemment qui sont les partenariats de coproduction entre entreprises françaises et entreprises algériennes. Et vous voyez bien que ces trois priorités sont liées, c'est-à-dire que plus en Algérie il y aura un environnement où des normes existeront, où la démarche qualité sera mise en avant, où la formation sera un enjeu important, plus évidemment les opérateurs français, mais aussi autres, en tout cas ceux qui jouent la qualité, je pense à d'autres pays qui ne jouent pas forcément la qualité, et bien là on contribue, je pense, à créer un environnement plus favorable pour développer des partenariats de coproduction. Donc c'est à la fois l'intérêt de l'Algérie, mais c'est aussi notre intérêt. Monsieur Levé, comment évaluez-vous la relation économique entre la France et l'Algérie, la coopération? Si vous voulez, je prends une métaphore sportive. Étant moi-même sportif, vous savez, le record du monde à la perche, je crois que c'est 6,16 m. Je pense qu'il y a 3-4 ans, on passait 1 mètre à la perche. Aujourd'hui, on passe 3 mètres. Donc on a fait beaucoup d'efforts en 4 ans ensemble. Je crois qu'on a encore un très long chemin à faire. Mais vous savez, c'est un travail de tous les jours. Accompagner, initier des dynamiques de coopération, ça veut dire quoi? Je le disais tout à l'heure, ça veut dire d'abord, nous, Français, être davantage à l'écoute des besoins, des attentes, et mieux connaître aussi les compétences de nos amis algériens. Vous avez par exemple, dans le domaine universitaire, des compétences dans le domaine médical, dans le domaine informatique, dans le domaine de la biologie, dans le domaine des mathématiques, compétences souvent sous-estimées par certains opérateurs français que nous découvrons. Donc c'est important de voir dans quel domaine nous pouvons travailler ensemble. C'est aussi important de viser de l'excellence. Il n'y a pas de petits ou de grands projets.
La seule façon de travailler ensemble, c'est de se retrouver autour de projets communs. Vous savez, il n'est pas dans la nature humaine, naturellement, de coopérer. Ce n'est pas facile. Par contre, si nous voyons qu'il y a un intérêt commun, qu'il y a des projets à travailler ensemble, alors nous travaillons ensemble. Donc il faut viser l'excellence. L'autre objectif, je le disais, c'est de définir des priorités. Ces priorités, aujourd'hui, structurent largement la coopération entre nos deux pays. Et puis ensuite, dans ces priorités, eh bien, il faut créer des cas d'exemplarité. Oui. On n'avance que par l'exemplarité. Alors peut-être allons-nous y revenir pour que je puisse vous citer un certain nombre d'exemples que nous mettons ensemble en œuvre. Oui, depuis la tenue de novembre dernier à Alger de la 4e session du COMEFA, et le lendemain, c'était la 4e session du comité intergouvernemental de haut niveau, peut-on parler de changements palpables dans ce domaine? Je dirais que depuis fin 2012, nous avons effectivement chaque année 2 rendez-vous. Le comité mixte économique franco-algérien, le COMEFA, où là nous abordons toutes les questions économiques, et nous en profitons en général pour signer un certain nombre d'accords sur lesquels nous avons travaillé parfois des mois auparavant, voire des années, pour rapprocher des opérateurs. Et à ce moment-là, il est important de les valoriser, de les faire connaître. C'est aussi des processus de sécurisation. Et puis nous avons en général, quelques semaines après, effectivement un CIHN, un comité intergouvernemental de haut niveau, qui reprend ces questions économiques, mais aussi des questions régaliennes. Et en général, nous profitons de ce CIHN, là aussi, pour signer d'autres accords, si nous avons pu avancer entre-temps dans d'autres domaines. Donc ce que je constate en 4 ans, et ça a été le cas notamment du COMEFA à Alger le 12 novembre dernier et au CIHN à Alger le 7 décembre dernier, c'est qu'à nouveau, nous avons eu un nouvel ensemble d'accords que nous avons signés dans des domaines très différents. Nous avons signé des accords dans le domaine de l'automobile, avec Peugeot, pour la création d'une autre usine automobile dans la région d'Oran, mais aussi avec un centre d'excellence dans les métiers de l'automobile, dans les métiers de l'électromécanique. C'est très important. Je crois que c'est un des avantages aussi de la France, c'est que souvent j'entends la France est moins présente commercialement en Algérie, d'autres pays sont plus présents commercialement. Mais la vision, elle n'est pas là. Le problème, c'est pas d'être présent commercialement. La question, c'est d'investir et de se développer dans le pays avec les acteurs locaux. Donc il ne suffit pas simplement de construire une usine, ce qui est déjà bien. Ça veut dire aussi qu'il faut aller progressivement vers un taux d'intégration important. Pour cela, ça veut dire travailler avec des co-traitants algériens, les aider aussi à monter en qualité, parce que c'est notre intérêt que de travailler avec des sous-traitants algériens, de faire venir aussi des sous-traitants français, des équipementiers français, qui vont travailler avec des opérateurs algériens. Et donc monter une usine, par exemple, de PSA près de celle de Renault, ça ne veut pas dire simplement créer comme ça des usines tournevis où on fait venir des voitures, on met les roues en dessous et elles se développent. Non, ça veut dire sur quelques années créer un écosystème territorialisé de l'automobile avec ses opérateurs français, avec ses centres de formation, avec une montée en qualification des opérateurs qui sont sur les chaînes de production, avec un bureau méthode, et puis demain concevoir aussi, ensemble, des voitures. Il ne s'agit pas simplement de produire et de vendre. Je crois que l'autre grand enjeu de la coopération entre la France et l'Algérie, on n'est pas là pour dire à nos amis algériens on vient vous aider, on n'est pas dans une relation de pays développé à pays en voie de développement. On leur dit nous sommes là pour co-innover. Comment nous pouvons co-innover ensemble? Quand par exemple le groupe Schneider signe lors du COMEFA un accord avec le groupe ELEC, qui était un travail de près de 2 ans entre les opérateurs pour construire ce business plan et ce plan d'action. Il ne s'agit pas de signer des accords pour signer des accords, ça n'a aucun intérêt. Il s'agira de construire une usine à la région de Sidi Bel Abbès pour faire des transformateurs de basse et moyenne tension, ce qui est très important pour la diffusion de l'électricité dans le pays. Il y a en même temps la décision de créer 3 centres d'excellence qui ont été signés au CIHN de décembre. 3 centres d'excellence dans les métiers de l'énergie, de l'efficience énergétique, des automatismes industriels pour former des jeunes et des moins jeunes aux automatismes industriels. On y reviendra, monsieur Levet. Excusez-moi, je suis un peu... Pas de souci. Nonobstant la volonté des 2 chefs d'État, algériens et français, d'approfondir les relations bilatérales entre les 2 pays et aussi mettre en œuvre des réformes en ce sens, on constate que les IDE français en Algérie demeurent faibles si on les compare avec les IDE français au Maroc. Est-ce un problème de processus inadapté, de coopération inadaptée, ou bien de gestion endogène? D'abord, ce que je constate en tant qu'économiste, en tant que formation économique, si vous faites une brève analyse comparative des investissements directs étrangers dans les pays de la rive sud de la Méditerranée, si vous prenez le stock d'IDE, c'est-à-dire l'ensemble des équipements, des machines construites par des étrangers en Algérie, le stock d'IDE en Algérie doit tourner autour de 26 milliards d'euros.
il est de 31 milliards d'euros en Tunisie, où la population est 4 fois moindre. Oui. Il est de 50 milliards au Maroc, il doit être de l'ordre de 150 milliards en Égypte et de l'ordre de 200 milliards en Turquie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la longue période de ces 30 dernières années, des pays comme la Turquie, la Tunisie, le Maroc, l'Égypte ont considéré qu'attirer des investissements étrangers en matière d'investissement est un choix fait partie de la panoplie d'une politique économique pour développer un pays. Et pour l'Algérie? Et l'Algérie, ce que l'on peut constater, c'est que ce stock étant beaucoup plus faible, par définition, l'attractivité a été plus faible. Ce n'est qu'un constat sur le plan économique. Et ce que je constate dans le cadre de ma mission, c'est que depuis quelques années, les gouvernements algériens successifs en sont parfaitement conscients et donc cherchent à se donner les moyens de rendre l'Algérie plus attractive. Très bien. Et c'est aussi, et la responsabilité est aussi du côté des investisseurs étrangers, qui est d'être, et ça fait partie de mon travail, d'être davantage à l'écoute des réformes qui sont menées en Algérie, du fait que l'Algérie est un grand partenaire pour la France, ne serait-ce que parce que demain, ensemble, nous pouvons aller davantage en Afrique. Et donc là, on a un effort à faire des deux côtés. Et donc ma mission, c'est effectivement de jouer aussi le rôle de médiateur entre opérateurs français et opérateurs algériens. Vous avez déclaré que votre mission est de créer des cas d'exemplarité pour les coopérations en les définissant sur la base de 4 critères. Je cite: la recherche de l'excellence, l'inscription du projet dans le long terme, une illustration de la transition d'un modèle commercial vers un modèle coopératif et enfin l'existence d'effets induits sur l'environnement économique et social. Vous en êtes où aujourd'hui? Alors le mieux, je pense, c'est de prendre des exemples. Dans le domaine de la formation, nous avons plusieurs projets d'écoles que nous avons initiés à la demande, par exemple, du ministère de l'Industrie. Dès que j'ai commencé ma mission il y a 4 ans, créer une école des métiers de l'industrie, une école dans le domaine de l'économie industrielle, un institut dans le domaine de la logistique. Et dans ces domaines, eh bien, nous avons mobilisé Mines Paris-Tech en France, pour l'école des métiers de l'industrie. Nous avons mobilisé l'école d'économie de Toulouse, dont le patron est prix Nobel d'économie. Donc vous voyez, dans ces différents domaines, à chaque fois, notre objectif, c'est de viser l'excellence et donc de se tourner vers les meilleurs opérateurs français. Dans le domaine de la formation, nous travaillons aussi, bien sûr, nous encourageons, et ils le font très bien, des groupes comme Sanofi, je l'évoquais, Renault, PSA, Lafarge, Schneider, aussi à créer leur centre de formation, ce qu'ils font. Je citais Schneider, j'étais à Tizi Ouzou il y a quelques semaines, où, avec tous les acteurs économiques de la région, je leur disais en lien avec Schneider que Schneider allait créer un centre d'excellence dans les automatismes industriels à Tizi Ouzou et un à Sidi Aïch. Excusez-moi, j'ai la voix un peu en rouge. Nous pouvons prendre aussi l'exemple des 2 clubs d'entreprise avec lesquels je travaille, que ce soit le CEMI, le club des industriels de la Mitidja, où là nous avons plusieurs projets dans la transformation des matières plastiques, qui démarrent d'ailleurs avec le pôle d'Oyonnax, avec un opérateur français comme Billon qui fait des presses à injection et qui a mis à disposition une presse à injection dans le centre de formation professionnelle de Blida que le ministère algérien de la formation professionnelle met à disposition. Le ministère français de l'Éducation nationale met à disposition un professeur pour manager ce centre, et le CEMI, bien sûr, y apporte ses moyens humains et ses moyens financiers. Je peux prendre aussi l'exemple du Forum des chefs d'entreprise, où nous avons un projet aussi important de créer une école d'ingénieurs dans le domaine de la production, et là aussi nous mobilisons des opérateurs français comme l'école des plongées saucées, par exemple, ou comme Télécom Paris-Tech. Là, ce sont des processus de travail qui sont en cours, donc j'espère qu'ils vont aboutir. Ensuite, c'est bien sûr aux opérateurs à avancer ensemble. Nous ne sommes pas là pour nous substituer, évidemment, au travail entre ces opérateurs, mais en tout cas à créer les conditions de ces processus de travail. Ça me paraît vraiment fondamental. Le 3e critère a attiré notre attention, à savoir l'illustration de la transition d'un modèle commercial vers un modèle coopératif. Est-ce que ce critère implique le transfert de technologie? Alors, je dirais même qu'il faut aller au-delà. Au risque de paraître un peu excessif, je dirais que la notion de transfert de technologie est une notion qui est dépassée. C'est une notion des années 80. Si on la prend dans le sens où des opérateurs algériens ont besoin de monter en qualité, d'acquérir de la technologie dans le domaine de la production, par exemple, c'est bien sûr essentiel. Mais je crois que ce n'est pas suffisant. On ne peut plus se contenter d'être dans une logique de transfert de technologie, parce que ça voudrait dire que nous, Français, nous l'avons, nous condescendons en transférer un petit peu, pas trop non plus, parce qu'il faut garder quand même
un acquis, et donc que les Algériens auront toujours un temps de retard sur le développement technologique. Donc ça, je crois que c'est un modèle aujourd'hui qui n'est pas dépassé dans d'autres pays, dans d'autres types de relations, mais qui, à mon avis, ne doit plus être le cas entre la France et l'Algérie. Si nous voulons un partenariat d'égal à égal, il faut aller au-delà de ce qu'on dit gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, ok, mais c'est flou. Qu'est-ce que ça veut dire? D'égal à égal, ça veut dire que nous devons être dans des démarches de co-localisation et de co-innovation. Je crois que c'est ça la nouvelle étape aujourd'hui dans la coopération. Ces 3 dernières années, nous avons travaillé sur des projets concrets. Nous avons essayé tous ensemble, avec nos amis algériens et nos amis français, de travailler dans la confiance. C'est fondamental. Il y a qu'en travaillant autour de projets concrets qu'on crée la confiance parce qu'on apprend à se connaître, on se respecte, on fait des plans d'action sur 2, 3, 4, 5 ans et nous investissons pour les 30 prochaines années. Donc la confiance, elle est fondamentale et elle se construit petit à petit. Et elle se construit d'autant plus aisément que nous connaissons, vous et moi, l'importance des relations humaines qu'il y a entre la France et l'Algérie, et sur lesquelles je n'ai pas besoin de revenir. Mais c'est important. Je pense que sur l'échiquier mondial des États-nations, vous n'avez pas d'équivalent au binôme France-Algérie. Donc il faut mettre à profit ce binôme France-Algérie, en n'étant pas prisonnier des mémoires. Chacun a sa mémoire, elle est profondément respectable. Mais nous ne pouvons pas rester dans une confrontation des mémoires. Par contre, nous devons connaître notre histoire et nous remettre dans une perspective historique, c'est très important. Nous ne pouvons pas simplement vivre dans l'instant, il faut agir dans le présent, et on ne peut pas se contenter d'un futur, parce que le futur, il sera présent que vous et moi soyons là ou pas, mais de construire un avenir. Et donc, il est important à la fois qu'entre opérateurs français et algériens, nous sachions d'où vous venons, autrement dit, quels sont nos portefeuilles respectifs de compétences, comment nous nous sommes construits, agir dans le présent, quel type de stratégie nous voulons construire ensemble, et quel avenir nous voulons construire ensemble. Quand, par exemple, Renault PSA s'implante, quand Schneider se rapproche d'Elec, quand Sanofi avec Saïdal, autre accord que nous avons signé en décembre pour faire une usine de produits de 3 vaccins en un, vous voyez qu'on est dans des domaines de technologie qui sont très pointus. Quand nous signons un accord entre le laboratoire français Ipsen et le fonds algérien ISLI pour des produits oncologiques, on est sur des produits extrêmement pointus. Et ce sont des choses extrêmement sérieuses. C'est la santé des Algériens qui est liée. Voilà. Donc ces cas d'exemplarité aujourd'hui montrent qu'entre nos deux pays, nous sommes capables de co-innover ensemble. Je prends un autre exemple. Dans un domaine qui est très connu, qui est l'électroménager. Il y a 3 ans, nous avions en France, oui, 3-4 ans déjà, 2 entreprises très connues qui avaient des difficultés très sérieuses. Le groupe Brandt, d'un côté, qui a plusieurs marques mondiales, Brandt, Vedette, De Dietrich, et puis une PME comme Oxo qui fait des fenêtres PVC. Il y a eu plusieurs propositions pour reprendre ces 2 entreprises. Il y a eu des propositions françaises, d'autres opérateurs, et il y a eu notamment une proposition d'un groupe algérien qui était le groupe Cevital. Et finalement, la France a fait, avec raison, le choix d'un groupe algérien, en l'occurrence c'était Cevital, ça aurait pu en être un autre, c'était le groupe Cevital. Et là, on a vraiment été dans une démarche de colocalisation. C'est-à-dire la question a été de dire, je licencie 50% du personnel et je délocalise. Non, je maintiens le personnel, et aujourd'hui, chez Brandt, à Orléans, à Lyon et chez Oxo, l'emploi est maintenu, il se développe même. Et j'étais à nouveau à Sétif il y a quelques mois pour voir concrètement comment prenait forme la construction de ces sites. Vous avez un site de production à Sétif, Brandt, vous avez aujourd'hui 1500 emplois et 200 millions d'euros d'investissement. Et à Borch-Borerich, à 60 km, vous avez le site d'Oxo avec, je crois, 100 millions d'investissements et une production considérable. Et ces 2 sites sont en train de monter en puissance. Et demain, ces sites auront vocation à exporter en Afrique. C'est-à-dire que nous sommes dans le temps en train de construire ensemble un groupe international qui demain peut devenir un groupe important sur l'ensemble du continent africain. Voilà un exemple de colocalisation, mais aussi de co-innovation. Parce que les bureaux de recherche-développement de Brandt en France et ceux qui sont en train d'être créés aujourd'hui à Sétif, notamment en relation avec l'université de Sétif, sont en train de travailler ensemble sur les nouveaux modèles de fours, de réfrigérateurs, etc. Mais c'est ça qui est important. Autrement dit, la relation entre la France, la coopération entre la France et l'Algérie passe d'une coopération commerciale à une coopération co-production. Oui, je crois que c'est important. Il ne s'agit pas de nier l'importance du commerce. Attention, je ne suis pas en train de dire que le commerce n'est pas important, c'est très important. Mais dans la mondialisation que nous connaissons aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Il faut bien voir que ceux qui, j'espère, nous écoutent savent, c'est que dans la mondialisation dans laquelle nous sommes, c'est plus celle d'il y a 10 ans. D'abord, vous avez un phénomène de transformation radicale.
la transformation numérique. Aujourd'hui, on est au-delà d'Internet, on est dans l'Internet des objets, dans l'Internet de l'énergie. Demain, on sera capable de faire des prothèses au niveau du cerveau. Qui imaginait que l'année dernière, un groupe comme Amazon allait vendre 75 milliards de produits par an? Donc on voit bien que cette transformation, elle est radicale. Vous prenez l'informatique, les sciences cognitives, les nanotechnologies, la biologie, ces disciplines aujourd'hui sont en train de converger pour créer de nouveaux métiers que nous ne connaissons pas encore, de nouveaux produits. C'est un changement qui est absolument radical. La deuxième caractéristique, c'est que ce changement est très rapide, extrêmement rapide. Ça veut dire que, vous savez, aujourd'hui, il y a encore 3 ans, on parlait par exemple d'un ordinateur quantique comme quelque chose de quasiment irréalisable. Aujourd'hui, des groupes français comme Atos sont en train de travailler sur l'ordinateur quantique qui sera peut-être une réalité dans quelques mois, dans quelques années. Et en même temps, cette mondialisation crée beaucoup d'incertitudes. On voit notamment des rapports de force entre États, entre nations, qu'on n'a pas développé ici, qui quand même se renforcent de plus en plus. C'est-à-dire on n'est plus du tout dans ce schéma post-chute de mur de Berlin, vous voyez, d'un horizon indépassable, de la démocratie, de la mondialisation heureuse, où tout va bien. Ce n'est pas franchement le cas. Donc il y a à la fois des menaces, mais il y a aussi des opportunités. Et donc dans cette mondialisation, qui se transforme radicalement, qui est très rapide, et où il y a beaucoup d'incertitudes, nous avons d'autant plus intérêt, nous Français et vous Algériens, à travailler ensemble. Parce que la mondialisation nous enseigne au moins une chose, c'est qu'on ne peut pas gagner seul. Gagner, ça veut dire créer des emplois, donner un avenir à nos jeunes et faire en sorte que nos pays respectifs se développent avec le moins d'inégalités possible. Et on a des enjeux colossaux ensemble. Le changement climatique, la sécurité en Méditerranée, le développement de l'Afrique. Donner des perspectives à nos jeunes, c'est très important. Et on voit bien que sur un plan géostratégique, la France est en Méditerranée et en Europe. L'Algérie est en Méditerranée et en Afrique. Donc l'Europe, la France et l'Algérie doivent constituer, je dirais, cette cheville ouvrière, cette interface fondamentale entre l'Europe et l'Afrique, qui ont vocation à agir ensemble dans le siècle qui vient. Donc vous voyez, nous avons des perspectives qui sont très importantes, qu'il faut affronter avec lucidité, mais aussi avec enthousiasme. Revenons au pôle d'excellence dont vous aviez parlé tout à l'heure. Pourriez-vous nous expliquer de quoi s'agit-il concrètement? Quand on crée un centre d'excellence, vous voulez dire, c'est un centre de formation, donc PSA par exemple dans l'électromécanique, parce que ce sont les métiers de l'automobile. Schneider, ces métiers, ce sont les métiers de l'énergie, de l'efficience énergétique, des automatismes industriels. Sur une chaîne de production, vous allez créer des interfaces entre machines, vous allez créer des automatismes industriels qui vont vous permettre d'augmenter votre productivité, de travailler en flux tendu, de suivre la production. Et bien pour ça, il faut former les ouvriers, les opérateurs, les techniciens qui seront sur ces chaînes de production. Et comme nous visons l'excellence, il s'agit effectivement pas simplement de centres de formation précises, mais il s'agit de former véritablement des opérateurs de haut niveau. Et cette formation, elle est tout au long de la vie. Il ne s'agit pas simplement de les former pendant 3 mois, de dire voilà, vous pouvez aller sur ces machines et puis on se revoit dans 5 ans. Non, c'est un processus permanent. Donc ces centres de formation d'excellence, ils s'inscrivent dans un territoire donné. Je citais tout à l'heure un certain nombre de territoires. Ils vont former, en général, ce sont des promotions entre 50 et 60 personnes. Et on peut en démarrer plusieurs en même temps. Par exemple, le premier centre de formation d'excellence de Schneider sur les métiers d'énergie qui a été créé à Rouiba, on l'a initié en 2014, il a démarré l'année dernière. Il y a 3 promotions de 50 jeunes qui sont en train d'être formés. Et ce sera la même chose pour les autres. Donc l'avantage de ces centres d'excellence, c'est que d'abord, pour l'usine, pour un groupe comme Schneider, il forme ses équipes. Il le forme sur ses propres équipements. Donc c'est aussi positif pour lui, parce que ceux qui se forment sur des équipements Schneider ou PSA ou Lafarge voient la qualité de ces équipements, donc ça donne aussi une reconnaissance aux produits du groupe français en l'occurrence, et puis ça permet aussi aux personnes qui travaillent dans le groupe, à leurs sous-traitants, aux jeunes du territoire concerné, de monter en qualité et demain d'avoir un job de qualité. Et ça, je crois que c'est important. Vous savez, souvent je rencontre des recteurs d'université où nous travaillons ensemble, que ce soit à Tlemcen, que ce soit à Béjaïa, à Ouargla ou dans d'autres universités, et tous me disent nous avons 2 soucis. Notre premier souci, et j'ai toujours en face de moi des recteurs de grande qualité, ça je tiens à le dire. À la fois, ils sont des managers et des visionnaires. Ils ont 2 grands soucis que vous connaissez. L'université de masse, c'est bien, mais il faut aussi que l'interface avec le marché du travail soit construite.
nos jeunes qui sortent en licence professionnelle, en master, il faut pouvoir trouver un job autrement qu'uniquement dans l'économie informelle. Donc ça, c'est une réalité. Donc ça veut dire qu'il faut à la fois densifier le tissu productif, et nous sommes là ensemble en coproduisant pour densifier et diversifier ce tissu productif, et dans les universités, évidemment, faire en sorte que l'ingénierie de formation aux jeunes étudiantes et aux jeunes étudiants les prépare demain à un travail sur le marché du travail. Donc ça, c'est un enjeu important. Et le deuxième enjeu, c'est souvent, me disent-ils, lorsque nous avons des étudiants qui ont fini leurs études, des étudiants les plus brillants, ils ont parfois tendance à partir à l'étranger. Alors, partir à l'étranger, apprendre, revenir au bout de quelques années, c'est formidable. Mais ce qu'ils constatent, c'est que souvent, ces jeunes ne reviennent pas. Et donc là aussi, je crois qu'il y a un enjeu important pour le pays, qui est aussi de garder les compétences que ce pays est en train de produire. Et je pense qu'une coopération avec la France, pas simplement commerciale, mais sur la formation, sur l'investissement, devrait permettre aussi davantage de faire en sorte que ces compétences profitent au pays, à la fois à la personne et aussi au pays. Pour vous, Paris-Alger est aussi important que Paris-Berlin? Disons qu'en termes géostratégiques, je sors un peu du cadre de ma mission, mais c'est vrai que quand on regarde les choses avec un peu de distance, quand on regarde le positionnement géographique de la France, on voit bien qu'au cours de ces 40 dernières années et de ces 50 dernières années, le duo France-Allemagne a été et reste fondamental pour construire l'Europe. Aujourd'hui, l'Europe affronte l'ensemble des difficultés, elle a aussi de très belles opportunités. On sait très bien que si la France et l'Allemagne ne travaillent pas ensemble, cette Union européenne aura du mal à rentrer dans une nouvelle étape, qui est celle de l'Europe technologique, de l'Europe de l'industrie, de l'Europe de l'environnement. Une Europe qui fonctionne non pas sur l'affrontement commercial, mais qui fonctionne sur des normes, sur le multilatéralisme. Ce n'est pas le cas de tous les pays. Je ne vais pas en citer certains ici, mais vous voyez ce dont je veux dire. Et puis vous avez effectivement pour la France l'Algérie, parce que l'Algérie est au cœur de l'Afrique du Nord, elle joue un rôle fondamental en Méditerranée occidentale et en Afrique. Et donc effectivement, pour nous Français, France-Algérie est aussi important que France-Allemagne. Peut-être en France, n'en avons-nous pas suffisamment conscience. Et je crois que le fait de multiplier justement des cas d'exemplarité, je suis beaucoup en Algérie, mais je suis aussi beaucoup en France, avec tous les opérateurs français du commerce extérieur, évidemment, avec Business France, avec mes collègues de l'ambassade de France à Alger, qui font aussi un super travail, avec aussi un comité interministériel, ce qui me permet de mobiliser l'ensemble des ministères français et de travailler ensemble. Par exemple, aujourd'hui, nous avons plusieurs enjeux dans lesquels nous cherchons à travailler davantage. C'est le domaine de l'agriculture. Il y a d'ailleurs un salon de l'agriculture en France en ce moment, qui est un enjeu de souveraineté en Algérie extrêmement important. Il y a un changement climatique important. Quand je rencontre des paysans, des agriculteurs algériens sur les hauts plateaux ou dans le désert, je vois qu'ils ont des savoir-faire précis, mais ils sont confrontés à un changement climatique dont ils n'ont pas forcément les moyens. Il y a donc tout un modèle agroécologique à construire en Algérie. Là, avec la France, je pense que nous avons un certain nombre d'éléments positifs sur lesquels nous pouvons ensemble avoir des plans d'action précis. Nous avons le domaine des énergies renouvelables également, qui est un domaine extrêmement important. Et puis, il y a également tout le domaine du numérique, on l'évoquait tout à l'heure, qui est un fantastique moteur de transformation et de modernisation à la fois de l'administration algérienne et des territoires. Donc voilà des grands enjeux sur lesquels nous sommes en train de travailler, qui montrent bien que nous ne pouvons pas rester une simple relation commerciale. Et donc la coopération aujourd'hui, elle est fondamentale pour affronter les défis de la mondialisation et surtout pour construire un avenir commun. Il faut faire rêver. C'est important de faire rêver. Oui. Le jumelage des villes participe de cette optique de coopération bilatérale. Quelles sont jusqu'ici les villes jumelées? Et y en aura-t-il d'autres? Alors, si je regarde l'historique de ce qu'on appelle la coopération décentralisée, on a historiquement de très nombreux jumelages. Ceux en tout cas que je connais, mais je vais en citer quelques-uns à titre d'exemple. Nous avons entre la ville de Lyon et la ville de Sétif, par exemple. Nous avons entre la ville de Bordeaux et la ville d'Oran. D'ailleurs, je crois que le maire d'Oran, Alain Juppé, s'est rendu encore de Bordeaux, s'est rendu à Oran, je crois, il y a 1 an ou 2, justement, pour développer ce type de partenariat. Vous avez aussi Dunkerque et Annaba, qui ont évidemment des points communs évidents dans le domaine de la sidérurgie, de l'acier, de la gestion portuaire. Il y en a sûrement d'autres que j'oublie. Nous avons, oui, un point important, nous avons, avec l'initiative de la présidente Valérie Pécresse de l'Île-de-France, signé un accord de coopération entre la région Île-de-France et la wilaya d'Alger,
l'année dernière avec le Wadi d'Alger, un plan d'action sur 5 ans avec des axes de travail très précis, notamment comment développer des start-up ensemble, comment développer des partenariats d'innovation dans le domaine de la recherche, dans le domaine universitaire, dans le domaine de la vie durable aussi. Il suffit de voir à Alger les problèmes qu'il peut y avoir de bouchons, de transport. On voit bien les enjeux de vie durable demain qui sont extrêmement importants. Comment des villes comme Oran, comme Alger, où le trafic est important, peuvent se transformer et faire en sorte que le temps du transport, le temps du travail, le temps de l'éducation puissent se combiner. Comment créer des logements à énergie positive demain. Voilà, il y a toute une série aujourd'hui d'enjeux que nous pouvons développer ensemble. Alors je préfère parler de partenariat entre villes plutôt que jumelage. Je préfère le mot partenariat. Les partenariats entre villes, entre agglomérations, me semblent importants pour plusieurs raisons. Au moins pour 2 raisons. La première raison, c'est que les acteurs économiques et sociaux, ils sont dans un territoire donné. Donc quand vous prenez l'agglomération de Bordeaux, ou de Lyon, ou de Montpellier, de Paris, de Lille, ou de Grenoble aussi, Grenoble qui est jumelé avec Constantine, ces acteurs-là sont dans un territoire et ils comprennent les enjeux de l'autre territoire. Parce que nous avons en général les mêmes problèmes à affronter et les mêmes opportunités. Le deuxième point, c'est qu'en parlant avec des PMI françaises, qui parfois sont un peu intimidées pour venir en Algérie, parce que ce n'est pas toujours évident, quand vous êtes patron d'une PME, de venir dans un pays en Algérie, où parfois la bureaucratie peut être perçue sur un mode un peu excessif, où la règle du 51-49, quand vous êtes patron d'une PME familiale, va pas de soi. Si vous voulez, quand même, il y a un certain nombre de barrières qu'il faut franchir, à la fois physiques, psychologiques, financières. C'est pas simple, quel que soit le pays d'ailleurs. Ces PME me disent, nous sommes sécurisés quand nous sommes dans un partenariat entre 2 agglomérations. Donc ça aussi, ça me paraît important. Et donc, en 2018, je crois qu'il est important de pouvoir à la fois consolider ces partenariats, ce que j'essaye de faire avec les agglomérations que je rencontre, notamment avec Cité Unie de France, CUF, qui est en France l'organisation qui regroupe l'ensemble des élus chargés des questions internationales, aussi bien dans les agglomérations françaises que dans les départements ou les régions. Ça, c'est vraiment important. Donc, on est en train de faire le point sur ces partenariats. Et ce qui est important, c'est de voir comment développer la dimension microéconomique dans ces partenariats, qui souvent n'est pas assez présente. Comment faire en sorte que nos PME, dans nos territoires, à travers un partenariat avec une ville algérienne, avec un territoire algérien, puissent travailler avec ces entreprises. Je prends un exemple tout récent. Il se trouve qu'il y a 15 jours, j'étais à Tizi Ouzou à l'invitation des acteurs locaux. J'ai eu l'occasion évidemment de rencontrer le Wali, de rencontrer la Chambre de commerce, le Forum des chefs d'entreprise, les différentes directions de la formation professionnelle, de la culture, bon nombre d'acteurs économiques, et pour simplement comprendre les besoins, comprendre les enjeux. Et on voit bien que dans cette ville, il y a une très grande richesse d'entreprises, dans le domaine artisanal, dans le domaine agroalimentaire. Certaines entreprises françaises d'ailleurs vont s'implanter prochainement dans cette ville. Et là, nous avons probablement un partenariat à construire avec une ou 2 autres villes. Alors, je ne vais pas vous les citer parce qu'on est au tout début, mais vous avez 1 ou 2 villes en France où l'artisanat est important et qui se disent, voilà peut-être une modalité de partenariat, d'un axe de travail autour duquel nous pourrions construire un partenariat. Oh, mais il y en a plusieurs, mais on est vraiment au tout début du processus. Ceux qui nous écoutent, qui sont dans le monde de l'entreprise, savent qu'il y a aussi des processus. Donc il se peut qu'il y ait plusieurs villes en partenariat avec la... Oui, en tout cas au moins une sur certains axes de travail, comme nous le faisons avec Sétif, avec Ouargla, avec Oran ou avec d'autres villes. Donc je crois qu'il faut voir les partenariats entre villes, entre territoires, comme un outil là aussi qui permet de rapprocher nos entreprises et nos universités. Je veux vraiment insister aussi sur ce point, c'est comment construire des liens entre universités, entreprises et territoires. Ça fait partie aussi on a créé un outil ensemble, un groupe de travail France-Algérie, Université, Entreprise, Territoire, il y a déjà 2 ans et demi. Et dans ce groupe de travail, qui est réduit, il s'agit d'avoir un groupe qui initie des projets. Vous avez 4 universités algériennes, l'université de Tlemcen, dont le président Moustapha Djafour co-anime avec moi ce groupe de travail. Il y a Béjaïa, il y a Ouargla, il y a Boumerdès. Et côté français, j'ai proposé à la conférence des présidents d'universités en France, qui regroupe l'ensemble des universités françaises, d'y participer. Donc nous avons 2 interlocuteurs, Khaled Bouabdallah qui est le vice-président et Jacques Combi qui préside la commission internationale. Et en 2 ans,
D'abord, nous sommes réunis quasiment tous les 2-3 mois. Nous avons identifié les grands domaines dans lesquels ces universités souhaitent initier des actions, la logistique, la santé, les transports, le numérique, l'économie maritime, et j'en oublie encore un ou deux, l'agroalimentaire, bien sûr, l'agriculture. Dans ces différents domaines, nous avons identifié ce qu'on appelle des actions structurantes. Une action structurante consiste à mettre en relation au moins 2 universités des 2 pays en y associant les acteurs économiques des territoires concernés, c'est ça qui est important. Et aujourd'hui, on est en train d'en mettre en œuvre une demi-douzaine. J'en citerai juste 2 à titre d'exemple, parce qu'elles sont officielles. La première, c'est la création d'un pôle numérique appliqué à la santé à Tlemcen, parce qu'évidemment, beaucoup d'entreprises ont tendance à aller à Oran, puisqu'il y a déjà beaucoup d'entreprises. C'est ce que les économistes appellent les effets de l'agglomération. Mon entreprise, je m'implante là où il y a déjà beaucoup d'entreprises, parce qu'on peut trouver des compétences, on peut travailler ensemble. Donc, Tlemcen a parfaitement compris qu'ayant moins d'entreprises qui viennent chez elle, l'université peut jouer ce rôle d'attractivité, de construction du territoire. Et comme ils ont notamment des compétences dans le domaine médical, et c'est un domaine évidemment très important en Algérie, vaste territoire, donc l'approche numérique de la santé, évidemment, un point extrêmement important. Et donc là, nous avons mobilisé par la conférence des présidents de l'université, nous avons informé des universités françaises de ce projet, et c'est l'université de Rennes 1, en l'occurrence, qui s'est mobilisée, qui a dit « Ah, moi je suis intéressé ». Voilà, donc ils ont travaillé ensemble, on a signé un accord entre Tlemcen, l'université de Tlemcen et l'université de Rennes 1. Chacun s'est déjà vu, ils sont en train de construire l'étude de faisabilité. Et nous allons y associer dans un second temps des pôles de compétitivité français, des groupes français, les acteurs économiques des territoires concernés. Voilà un exemple. Un deuxième exemple qui est transversal, c'est la question de l'entrepreneuriat. La plupart des directeurs que je rencontre me disent « Nous avons besoin d'inculquer dans nos formations », c'est aussi un objectif du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, cet esprit de l'entrepreneuriat, créer son entreprise. Donc à la fois, ce sont des ingénieries de formation à construire, quelles que soient les disciplines, que je sois biologiste, économiste, juriste, informaticien, je dois pouvoir avoir la possibilité d'accéder à une formation, à une information sur la possibilité de créer une entreprise. Donc il y a ce volet-là, et puis il y a le volet aussi de créer des start-up au sein de l'université pour encourager des étudiants qui sont en licence ou en master, qui ont des projets de création d'entreprise. Et j'en ai rencontré à Béjaïa, à Tlemcen notamment, sur des projets d'informatique numérique qui m'ont vraiment épaté. Je serais même incapable d'expliquer comment, tellement c'est pointu. Et là, nous avons rapproché l'université de Béjaïa et l'université de Lyon 3, qui est un autre accord qui a été signé lorsque nos 2 premiers ministres, en avril 2017, se sont rencontrés. Donc M. Cazeneuve et M. Sellal. Et donc dans cet accord, il s'agit, là aussi avec Béjaïa, de les accompagner dans la création de start-up et d'un incubateur. Vous voyez que nous allons progressivement élargir avec les autres universités du groupe, et puis j'espère demain d'autres universités algériennes. Voilà, je suis un peu long, mais c'est pour essayer de donner de la chair à nos propos. On est vraiment sur des cas concrets. Et c'est ça qui est passionnant. Au-delà de la coopération économique, le partenariat entre villes sert à réconcilier aussi les peuples qui ont un passé douloureux. Votre mission s'inscrit-elle dans cette démarche? Si vous voulez, de fait, ma mission, bien sûr, s'inscrit essentiellement dans le domaine économique, dans le domaine industriel, dans le domaine de la recherche. Mais évidemment, elle ne peut pas ne pas prendre en compte, évidemment, ces facteurs. Et ce que je constate dans le cadre de ma mission, c'est que souvent, quand je mobilise des opérateurs français pour travailler avec des opérateurs algériens, mais très souvent, chez ces opérateurs français, que ce soit une université, un centre technique, une chambre de commerce, une PME, un grand groupe, mais j'ai en face de moi des Français qui connaissent l'Algérie. Soit qui sont ce qu'on appelle des franco-algériens, qui n'est pas forcément d'ailleurs une terminologie que j'aime bien, mais en tout cas des Français qui sont aussi algériens, ou des Français qui sont nés en Algérie, ou des enfants de pieds noirs. On a 2, 3, 4 millions de Français qui ont des liens directs ou indirects à l'Algérie. À chaque fois, j'en ai un en face de moi. Et donc ça facilite la tâche, parce qu'il y a à la fois évidemment la dimension de la raison rationnelle, pourquoi nous allons investir en Algérie, avec quel partenaire, quel plan d'action, comment nous allons nous y prendre, mais il y a aussi évidemment la dimension affective qui est importante. Ah, l'Algérie, c'est un pays où mes grands-parents sont nés, où j'étais il y a 20 ans, etc. Donc ça joue aussi, c'est pas déterminant, mais ça joue aussi, et je dirais que cette relation de confiance que l'on construit, tous ces Français qui ont connu l'Algérie ou qui connaissent l'Algérie, évidemment, jouent un rôle important.
Et je crois que c'est important aussi, mais je crois que c'est le cas en Algérie, d'être conscient qu'il y a aussi une diaspora très importante, de qualité, qui souvent d'ailleurs a des postes de responsabilité importantes dans les grands cabinets d'avocats, dans les entreprises, dans les PME, dans les grands groupes, et qui ont vraiment plaisir à travailler avec des opérateurs algériens. Donc ça, c'est évidemment un point extrêmement important. Et je pense que plus nous avancerons ensemble sur des projets culturels, sociaux, économiques, il ne faut pas les compartimenter. Hein. Dans tout projet économique, il y a aussi un projet culturel, etc. Par exemple, en décembre, on a signé des accords dans le domaine du cinéma, dans le domaine des arts de la table, dans le domaine des centres nationaux du livre entre la France et l'Algérie. Ce sont des domaines extrêmement importants. La culture et l'économie, par définition, doivent se combiner de plus en plus. Pas le monde culturel d'un côté et puis le monde économique de l'autre. Donc ça, ce sont des domaines, effectivement, où nous nous rapprochons de plus en plus. Et donc, si ma mission peut apporter une petite pierre à cela, ça me paraît une bonne chose. En tout cas, nous sommes là pour construire des ponts, là où d'autres souhaiteraient construire des murs. Beaucoup de pays leur le marché algérien, et ce qui fait d'eux de réels compétiteurs pour la France, pour les investisseurs français. Comment ces derniers perçoivent-ils cette compétition et que comptent-ils faire pour être en amont de la stratégie de développement de l'Algérie? L'Algérie cherche, ce qui est tout à fait normal, à diversifier son économie. Il y a vraiment une transformation effectivement importante, passer d'une économie centralisée, fondée sur l'énergie, qui est un atout, à une économie entrepreneuriale, innovante. Ça veut dire favoriser le tissu industriel, ça veut dire favoriser le développement des territoires, ça veut dire favoriser les relations, je disais, entre les universités et les entreprises. Et donc, il est tout à fait logique que dans ce pays qui est en plein foisonnement, qui représente aussi un marché important, un partenariat important, d'autres pays s'y intéressent. Et je crois qu'évidemment, l'Algérie a raison d'avoir ce qu'on appelle en économie une stratégie à tête multiple. Donc, je développe, moi, Algérie, des partenariats avec un certain nombre de pays. Donc, il ne m'appartient pas, évidemment, de commenter les décisions, évidemment, des gouvernements algériens. Côté français, effectivement, nous constatons évidemment qu'il y a une concurrence de plus en plus vive des pays développés. Nos amis allemands, italiens, espagnols sont de plus en plus présents. Anglais, chacun en fonction de ses points forts. Hein. Les Italiens sont très forts, ont énormément de PME dans le domaine de la mécanique, ils travaillent ensemble, donc ils attaquent les marchés d'une façon collective, ce que ça peut-être moins faire les entreprises françaises. Les Espagnols, par exemple, sont très bons dans le bâtiment et les travaux publics, on va les trouver dans ce domaine. Les Allemands sont très bons dans l'industrie des machines et bien d'équipement, par exemple. On va les trouver dans l'industrie automobile, comme nous d'ailleurs, on va les trouver également dans ces domaines. Les États-Unis aussi cherchent à être présents en Algérie, notamment dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du numérique. On a aussi bien sûr des pays à haute technologie comme la Corée qui investissent aussi l'Algérie. Nous avons évidemment un pays comme la Chine, qui à la fois a tendance quand même à inonder l'Algérie de produits contrefaisants. C'est quand même une réalité hein, qu'on découvre tous les jours et dont les Algériens me parlent tous les jours. Hein. Et puis en même temps, la Chine a aussi une industrie de qualité qui monte en gamme. Et donc il faut aussi que nous, Français, soyons conscients que les avantages comparatifs que nous avons aujourd'hui, il faut vraiment les développer parce que les entreprises chinoises vont monter en qualité et seront de plus en plus des concurrents en termes technologiques et en termes de qualité de plus en plus importants. Donc nous, Français, c'est pour ça que nous avons intérêt à ne pas être simplement dans une logique de business à court terme. On n'est pas là pour faire des coups, comme disent certains. On doit co-investir en Algérie. C'est montrer aux Algériens qu'on fait le choix du long terme, on fait le choix de la qualité, parce qu'on veut travailler dans des domaines où on va co-innover, chercher ensemble et développer des processus de formation et d'ingénierie de formation. Et puis c'est aussi dire à nos amis algériens, avec vous, nous pouvons aussi demain être beaucoup plus présents en Afrique. On voit que l'Afrique est à la fois un gigantesque continent demain où la pression démographique va être extrêmement forte, où le changement climatique exerce déjà des effets importants. Je ne parle pas des questions de sécurité dont la France et l'Algérie sont très conscients. Et donc notre intérêt à nous, Français et Algériens, c'est aussi d'exercer une influence positive en Afrique, notamment dans le domaine économique, parce que c'est bien sûr le mien. Et on voit bien qu'en Afrique,
Dans les pays africains, bien sûr, il n'y a pas une grande homogénéité, chacun a ses spécificités. Il y a quand même des besoins très importants dans le domaine de la santé, des télécoms, de l'éducation, des transports. Et dans ces différents domaines, je dirais que la France et l'Algérie ont des savoir-faire. Et là, nous avons demain à la fois des marchés, mais surtout des partenaires africains de qualité. Et si la France et l'Algérie ne se mobilisent pas davantage en Afrique, d'autres le feront à notre place, et le font déjà. Voilà. Donc le principal, c'est qu'ils ne le fassent pas à notre place. Dans votre stratégie, quelle place occupent la PME et la PMI de moins de 100 employés, sachant que cette catégorie d'entreprise a le plus besoin de cette coopération entre la France et l'Algérie? Alors, il est bien sûr, en termes stratégiques, financiers, plus aisé pour un grand groupe, je dirais de plus de 5000 personnes, de venir investir en Algérie ou dans d'autres pays. C'est plus difficile pour une PMI. Alors après, vous avez deux types de PME. Vous avez toute une série de start-up aujourd'hui en France qui se sont créées depuis 5 ans, depuis 10 ans, notamment avec la French Tech. Vous savez, il y a encore 15 ans, 70% des jeunes Français sortant de leurs études voulaient rentrer dans la haute fonction publique. Aujourd'hui, 70% des jeunes veulent créer leur start-up. Donc vous voyez qu'en 10 ans en France, il y a eu un changement très important sur le plan sociologique, sur le plan psychologique, qui est absolument important. Et je pense que l'Algérie peut connaître aussi cette transformation, parce que tous les jeunes que je vois, ils sont dans le numérique, ils sont sur Internet, ils ont vraiment envie de créer leur start-up, mais ils n'ont pas forcément la formation qu'il faut, ils n'ont pas forcément le modèle économique, parce que quand vous créez votre start-up, il faut être tout, il faut être financier, il faut être technicien, il faut être commercial, et vous ne pouvez pas être tout. Donc il faut être dans un environnement favorable. Et donc les start-up françaises, je pense, par définition, quand vous créez une start-up high-tech, vous êtes sur le marché mondial. Vous ne pouvez pas être uniquement sur le marché français. Donc aujourd'hui, je rencontre des groupes de start-up françaises qui se créent et qui aujourd'hui sont de fait sur le marché mondial. Et donc quand je les rencontre, par exemple, j'étais dans l'Aube à Troyes, où il y a une université importante, l'UTT, l'université technologique de Troyes, qui forme des centaines d'ingénieurs chaque année. Ils ont leur propre start-up. Ils cherchent à les regrouper dans le domaine, par exemple, des énergies renouvelables. Il y a aussi tout un groupe d'une quarantaine de start-up qui s'appelle UP40 en France, qui regroupe des start-up qui cherchent à être présentes en Afrique, qui sont dans les domaines du numérique, dans le domaine des énergies renouvelables. Et donc, lorsque je rencontre ces clubs, si j'ose dire, de start-up, bien sûr, je leur parle du Maghreb et de l'Algérie. Et ces start-up, ces patrons de start-up qui ont 20, 25, 30, 35 ans, sont intéressés pour venir en Algérie. Donc ça, c'est une première modalité. Après, vous avez des PMI qui sont filiales de grands groupes. Vous savez, en France, la moitié des PME sont filiales de grands groupes français. Celles-là, c'est une autre cible. Elles peuvent en partie se reposer sur les moyens du grand groupe en termes logistiques, en termes de trésorerie. Et donc, elles ont un pas à sauter en venant en Algérie. Soit elles connaissent déjà l'Algérie, et les choses se font assez aisément. Et mon rôle, avec nos amis de Business France, de la Chambre de commerce et d'industrie d'Alger, la SIAF, nos amis de l'ambassade, c'est évidemment de leur identifier le bon partenaire, et ensuite elles développent leurs relations. Mais nous insistons toujours sur le fait qu'on est vraiment dans une logique de co-investissement et à terme de co-innovation. Et puis vous avez, là où c'est le plus difficile peut-être, des PMI indépendantes, familiales, où le patron a une lourde responsabilité, parce que c'est la famille qui contrôle l'entreprise, comme d'ailleurs l'immense majorité des PME algériennes, qui sont des PME familiales, donc qui comprennent très bien le raisonnement du dirigeant des PME familiales françaises, qui lui a besoin d'investir du temps et de l'argent pour comprendre le marché algérien. Quand vous vous implantez en Algérie, comme dans d'autres pays, il faut quasiment 1 an et demi, 2 ans de trésorerie d'avance. Donc ce n'est pas donné à toute PME, il faut investir pendant 1 an, 2 ans. Si vous voulez, vous payez un commercial, vous cherchez à comprendre le marché, un partenaire, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Donc pour une PME familiale, c'est un vrai choix, c'est important. Et donc notre travail à nous, c'est de l'aider justement à trouver le bon partenaire algérien qui va lui permettre ensuite, évidemment, de s'intégrer beaucoup plus aisément dans l'environnement réglementaire et à moindre coût en Algérie. Voilà. Et c'est là où la relation de confiance est importante. Donc à chaque fois que nous montons un projet d'exemplarité dans le cadre de la coopération franco-algérienne et algéro-française, ce sont aussi des processus de travail que nous sécurisons et donc qui permettent de créer de la confiance entre opérateurs français et opérateurs algériens.
seriez-vous prêt à discuter ou à considérer des formes de financement d'actifs non conventionnels en France par des sociétés algériennes? Vous pouvez être plus précis sur votre question? Je vous donne un exemple, c'est par exemple lever de dette en France contre une garantie de marché et financement de la RD en Algérie. Un financement non conventionnel pour une entreprise. Écoutez, ce qui me paraît, ça m'est difficile de répondre à cette question, hein, pour des raisons évidentes, puis ça sort du champ de ma mission. Ce qui me paraît important, c'est que, et je dis souvent à nos amis algériens, des entreprises françaises viennent s'implanter en Algérie. C'est une très bonne chose. Mais la coopération, elle peut jouer dans les deux sens. Donc on peut avoir des entreprises algériennes qui viennent s'implanter en France, qui peuvent à la fois travailler avec des réseaux de distribution français parce qu'elles ont des produits de qualité, elles peuvent développer des partenariats aussi bien capitalistiques que techniques avec des entreprises françaises. Je pense notamment à bon nombre de PME françaises dans l'industrie, dans les services liés à l'industrie, qui ont souvent des savoir-faire technologiques extrêmement pointus et qui n'ont pas forcément la taille critique pour se développer à l'international, ou le capital pour se développer à l'international, qui peuvent aussi être en difficulté, qui peuvent aussi être reprises. Et donc on peut tout à fait imaginer que l'exemple que je citais tout à l'heure puisse aussi se multiplier. Mais il n'est pas de notre seule responsabilité à nous, Français, de faire en sorte que des entreprises algériennes... un capital d'une société... Bien sûr, à partir du moment où l'environnement algérien le permet, il n'y a aucune raison, aucun obstacle à ce que des entreprises algériennes s'implantent et travaillent avec des entreprises françaises en France. Vous savez, la France est le premier ou le deuxième pays attractif en termes d'investissement en Europe. Depuis de nombreuses années, nous avons des entreprises américaines, allemandes, italiennes, espagnoles, britanniques et chinoises maintenant qui s'implantent en France. Donc là, nous avons suffisamment, je crois, en France, d'environnement favorable en termes d'attractivité pour développer aussi des coopérations entre entreprises algériennes et entreprises françaises dans l'autre sens. Et c'est gagnant aussi dans ce domaine. Je connais des régions en France aujourd'hui où vous avez des PME qui ont des savoir-faire importants, qui n'ont pas forcément les moyens de s'internationaliser, qui seraient probablement ravis d'avoir un partenaire industriel algérien. Et je connais d'autre part, dans les différents territoires où je me rends très régulièrement en Algérie, des entreprises algériennes qui me disent, Monsieur Levet, nous souhaitons avoir un partenaire français pour nous développer. Voilà. Donc, c'est un autre axe de travail qu'il nous faut développer dans les prochains mois, dans les prochaines années. En matière de numérique, le président français, Emmanuel Macron, a annoncé lors de sa dernière visite deux projets. L'école 42 et la création d'un fonds d'investissement français en Algérie. Comment s'articulent-ils ces deux projets, monsieur? Alors pour l'instant, ce sont des projets où nous sommes tout à fait en amont sur ces projets. Hein, donc je pense que là, il y a un travail qui est en cours. Ceci dit, je pense qu'il ne faut pas penser ces deux projets comme liés. Il peut y avoir un projet d'école d'un côté qui peut être cofinancé de part et d'autre. Et je crois que c'est important effectivement de travailler aussi sur des projets d'ingénierie pour des jeunes qui ont pu avoir des difficultés. Vous savez, en France, on a, comme vous le savez, on a 100 000 jeunes qui se retrouvent exclus du système scolaire. Donc il y a toute une série d'initiatives qui sont prises justement pour les former et qu'ils puissent accéder au marché du travail. Donc il y a à la fois l'école 42, mais vous avez aussi l'école de la deuxième chance, hein, qui a été initiée par Edith Cresson lorsqu'elle était commissaire européen à l'éducation à Bruxelles, après avoir été Premier ministre. Et vous avez en France une trentaine ou une quarantaine d'écoles de deuxième chance, où ces jeunes qui ne sont plus à l'école, qui ont été exclus de fait, parce qu'ils n'y vont plus, sont formés dans ces écoles et on leur redonne un bagage de savoir-être, hein, de comprendre, d'acquérir des connaissances et ensuite de se retrouver sur le marché du travail. Et je pense qu'en Algérie, il y a aussi sûrement une partie des jeunes comme ça qui se retrouvent un peu en marge du système scolaire et qu'il faut éduquer. Donc le rôle de l'école 42, c'est un peu cette fonction-là. Après, il y a la question de l'accompagnement des projets en termes de financement. Donc nous avons en France la Banque publique d'investissement, la BPI, qui a été créée il y a 2-3 ans, qui d'ailleurs a fusionné plusieurs outils financiers qui existaient avant en France. Et la BPI a des fonds d'investissement qui permettent d'accompagner des entreprises françaises à l'exportation, et notamment en Algérie,
dans tous les domaines qui vont de la trésorerie à la préparation à la veille commerciale, à la veille technologique, jusqu'au montage du projet. Donc je dirais que si demain nous avons à nouveau des projets de co-investissement entre des partenaires français et des partenaires algériens, côté français en tout cas, notamment la Banque publique d'investissement peut jouer ce rôle. Et si demain nous avons un fonds d'investissement dédié, tant mieux. Ce sera un élément de confiance de plus qui permettra d'accroître nos relations entre les deux pays. Dans le cas de l'école 42, ces jeunes, une fois formés, quelle serait leur utilité pour l'économie française? Alors, celle qui existe en France, en tout cas, ces jeunes ensuite apprennent, développent leurs projets, notamment dans le domaine informatique, dans le domaine du numérique. Donc vous avez sûrement une floraison ensuite de start-up, de projets qui vont se développer. Donc on peut tout à fait imaginer effectivement la même chose aussi en Algérie. La France a acquis des compétences dans ce domaine. S'ils peuvent être utiles aux jeunes et à l'économie algérienne, tant mieux. C'est aussi gagnant-gagnant. C'est gagnant pour nos amis algériens. C'est aussi important pour nous parce que c'est une façon aussi de développer les savoir-faire français en Algérie à partir évidemment des problèmes, des spécificités de ces jeunes. On l'a déjà dans certains jumelages. Je parlais du partenariat entre Bordeaux et Oran. Ils ont créé ensemble une formation dans le domaine, par exemple, de l'économie sociale qui existe. Former des jeunes éducateurs sociaux qui ensuite vont dans les quartiers et vont s'occuper essayer d'être à l'écoute des jeunes en difficulté. Donc on a déjà ce type d'initiative. Et ça, c'est très important que des projets aussi rentrent vraiment dans la structuration de la société. Il ne s'agit pas simplement de créer de l'industrie, il s'agit aussi de développer des relations et d'aider un certain nombre de populations qui sont en difficulté. Vous savez, il y a tout un domaine très important aussi qui est le domaine de la santé, dans le domaine du handicap, dans toute une série de sujets aujourd'hui, des maladies, qui sont de la vue, qui sont extrêmement importants, et sur lesquels bon nombre de médecins, d'experts français travaillent déjà avec des experts algériens. Ça aussi, c'est un domaine très important pour l'avenir. Un dernier mot, M. Levet ? Écoutez, un dernier mot qui sera plutôt une introduction, parce qu'on est plutôt là pour essayer d'impulser nos relations. Je dirais que géographiquement, la France et l'Algérie sont face à face, et nous avons vraiment vocation à agir côte à côte. C'est ce que nous faisons déjà de plus en plus depuis quelques années, et mon souhait, c'est que dans les prochaines années, franchement, on passe à une vitesse supérieure. Merci beaucoup. Merci à vous.